Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous rester fidèles. L'invité de l'interview de la semaine ce jour est un homme contre qui le ministère public camerounais vient de requérir une condamnation à vie pour des faits de détournement de plusieurs milliards de francs CFA dédiés à la construction du pont sur le Vouri et celui des Bebda. Le tribunal criminel spécial se prononcera au mois de juin prochain sur cette affaire et très probablement en faveur du ministère public camerounais. À l'annonce de cette information, la rédaction de Diaf TV s'est rapprochée de l'ancien ministre des Travaux publics et ancien député maire de la Méfoua-Famba, aujourd'hui exilé politique en France depuis 2009, pour obtenir ses premières impressions sur ces réquisitions. Et aussi pour lui adresser vos nombreuses questions postées sur notre page Facebook. La régie m'informe qu'il est déjà de l'autre côté du plateau. Je vais dans ce pas l'y retrouver. A tout de suite. Alors, pour revenir sur l'actualité vous concernant directement, le tribunal criminel spécial a requis contre vous une condamnation en date du 28 avril dernier. Comment avez-vous reçu cette information alors que vous avez multiplié des communications pour montrer votre innocence dans les accusations portées contre vous par l'État du Cameroun dans les deux affaires, notamment celle relative à la construction du pont sur le Vouri et puis celle relative au pont sur le pont des Bebda? Je note que entre le début de l'affaire, c'est-à-dire que et presque la fin aujourd'hui, le ministère public n'a pas bougé. Et comme tu le soulignais, malgré toute la communication que j'ai pu faire entre-temps, malgré même le fait que mon conseil ait eu à notifier au ministère public la sentence arbitrale qui a été rendue dans le cadre de l'affaire du pont du Vouri à Paris, je note que le ministère public n'a pas bougé. C'est à croire que je n'aurais jamais raison. Donc, tout cela est annonciateur d'un lourd verdict contre moi, au final, puisque les réquisitions du ministère public donnent une idée, augure du verdict qui sera rendu. Et c'est le lieu pour moi d'exprimer ma désolation, ma tristesse, et même ma très grande déception pour cette injustice qui ne fait que se perpétuer pour ces dénis flagrants de justice, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et lorsque je dis qu'il s'agit d'un procès, d'une affaire politique, les gens ont toujours du mal à croire à ce que je dis. Mais on a aujourd'hui véritablement la preuve qu'on n'est pas dans le cadre de la recherche de la vérité. Il s'agit d'abattre une personne et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Et je ne pense pas que nous devons pouvoir être heureux que l'on aime Ambassazan ou que l'on n'aime pas, de constater que la justice ne fait pas son travail. Le travail de la justice, c'est de dire et c'est de rendre la justice au nom du peuple camerounais. Avant qu'on ne reprenne ces points, notamment la justice camerounaise qu'on fustige depuis quelques temps, je voulais quand même qu'on revienne sur les chefs d'accusation. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez éclairer les juges qui vous suivent sur ces chefs d'accusation? Pourquoi aujourd'hui pensez-vous que on vous accuse à tort d'avoir détourné ces fonds? Peut-être avant d'arriver au chef d'accusation, il se pose toujours la question d'abord de savoir est-ce qu'un tribunal est compétent ou pas compétent. Nous disons le tribunal criminel est compétent pour les détournements des deniers publics à partir de tel montant. Est-ce qu'il s'agit de détournement de deniers publics? Parce que comme je vais le démontrer tout à l'heure là, dans le cadre par exemple du pont sur le Vouri, il ne s'agit pas de détournement de deniers publics au sens de la compréhension populaire, au sens même de la loi. Il s'agit de quoi alors? Vous n'avez pas détourné l'argent, il s'agit de quoi? Parce qu'on n'a jamais donné l'argent au ministre des Travaux publics à gérer. C'est-à-dire que lorsque la France donne les 7,5 milliards, je crois, au Cameroun,
cet argent ne va pas dans un compte et on donne un chéquier au ministre des Travaux publics. Que quand vous parlez de la France, vous faites allusion à l'AFD. À l'AFD, mais oui, en fait, l'agent français de développement, c'est l'instrument du gouvernement français. D'accord. Donc, on n'a jamais donné de l'argent. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on procède pour les décaissements dans ce genre de contexte, dans ce genre de projet? Alors, justement, je reviendrai quand je parlerai plus en détail des chefs d'accusation. Mais je voudrais dire qu'il y a un premier travail de déconstruction à faire, que les Camerounais doivent comprendre. Parce que quand on dit Ambassadeur a détourné 4 milliards poursuivis pour détournement pour une somme de 4 milliards 800 millions sur le pont du Vouri, ils s'imaginent que on a pris sur les 7 milliards et demi décaissés par l'agent français de développement, cet argent a été mis à ma disposition dans un compte et que j'étais chargé. Non. Non. Il ne s'agit pas de détournement de deniers publics. Il s'agit de ce ils apprécient comme les préjudices causés par l'entreprise UDECTO et qu'on met à ma charge. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous avez une entreprise qui est chargée de réaliser les travaux et qu'elle ne réalise pas ces travaux-là, on rentre là dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Un tribunal qui est chargé de juger des affaires au pénal n'est jamais et ne sera jamais compétent pour traiter des questions de responsabilité contractuelle. Oui, d'accord. Donc, quand nous partons, dès le départ, le tribunal criminel spécial n'est pas compétent pour traiter de l'affaire du pont du Vouri. Parce qu'il ne s'agit pas de détournement. Je n'ai jamais reçu de l'argent à gérer. Et comme je reviendrai plus en détail, vous verrez que je n'ai même pas été un des acteurs pour apposer ma signature sur les décomptes des travaux. Donc, pour revenir au chef d'inculpation, je vais essayer de les réunir grosso modo. Donc, je terminerai par le pont du Vouri. Il y a un chef d'inculpation, on dit j'ai utilisé à des fins personnelles de l'argent, à peu près 130 millions, qui étaient dans des comptes auprès des banques. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Lorsque j'arrive aux travaux publics, en août, le 24 août 2002, je trouve que les dossiers d'appel d'offres, pour ce qui concerne l'achat, l'argent est manipulé en espèces. Parce qu'à l'époque, chaque département ministériel vendait les dossiers d'appel d'offres et l'argent qui était qui provenait, le produit de cette vente était utilisé sans qu'on sache où cet argent partait et tout ça. Donc j'arrive, je demande où est l'argent issu de la vente des dossiers d'appel d'offres. Personne ne sait. Mais je reçois par contre un certain nombre de revendications d'entreprises qui disent « Oh, nous avons donné tel paiement pour un achat de dossier et tout ça. » Donc ce que je fais, c'est que je décide donc, comme il y avait 3 commissions de passation de marché, j'ouvre 3 comptes auprès d'un établissement bancaire de la place pour que lorsque une entreprise achète un dossier d'appel d'offres, que cet argent soit logé dans ce compte-là. Ça permet une traçabilité, ça permet d'éviter des contentieux inutiles et ça permet ça évite qu'on ait à manipuler des espèces. Donc c'est comme ça que ces comptes sont ouverts. Ces comptes répondent donc à un souci de gestion, de modernisation, de la gestion d'efficacité et de transparence. Et donc, à un moment, le Premier ministre
prend un décret, il dit tous les comptes bancaires qui sont ouverts par les administrations auprès des établissements bancaires, à compter de ce jour, deviennent des comptes du trésor public. Donc, à partir du moment où ce décret a été signé, le ministre des Travaux publics que j'étais n'avait plus le droit de faire un quelconque mouvement dans ces comptes-là. Et les comptes devaient être, ces comptes bancaires devaient être clôturés à la diligence du ministre des Travaux, des Finances. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que le décret est signé, les contrôleurs budgétaires et du Trésor viennent dans le ministère comme aux Travaux publics et ils font le point avec les services financiers, prennent compte par compte, donc ils font l'état de rapprochement, ce qu'on appelle l'état de rapprochement bancaire, et donc ils arrêtent, ils clôturent tous les comptes, ils prennent et les chéquiers qui ne sont pas encore utilisés, les souches et toutes les pièces justificatives. Et ils s'en vont avec les pièces. Nous sommes là, je crois, en 2003, fin 2003. Donc ces comptes-là ont été clôturés en 2003. Lorsque les vérificateurs sont venus au ministère, ils ne m'ont jamais posé, ils n'ont pas posé, moi j'étais d'ailleurs plus là, ils sont venus en 2006, moi je suis parti j'ai été débarqué en 2004, donc j'ai la demande de renseignement qui m'a été servie par la mission de contrôle. Il n'apparaît nulle part le problème de la gestion des comptes bancaires. C'est tout simplement au niveau du tribunal que j'apprends que on m'a demandé d'avoir à produire des pièces justificatives pour la gestion de ces comptes bancaires et je ne les ai pas produites. C'est quand même bizarre, non? D'abord, quand la mission passe en 2006, est-ce que je suis encore gestionnaire là? Je suis parti depuis 2004, décembre 2004. Quand un ministre part de ses fonds et de ses fonctions, est-ce qu'il va chez lui avec les documents du ministère pour qu'on vienne me demander les pièces justificatives de la gestion des comptes? Et encore plus que pour le cas d'espèce, les vérificateurs du ministère des Finances sont partis avec ces documents. Parce que ces comptes-là sont devenus des comptes du Trésor. Et plus tard, ces deux autres comptes qui ont été ouverts et qui fonctionnaient sous une double signature, la mienne et celle du comptable du Trésor de rattachement. Donc, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est facile, on le verra pour un autre cas, c'est-à-dire des vérificateurs qui sont arrivés à un moment donné, en 2006, qui prétendent avoir demandé des pièces justificatives que je ne leur ai pas présentées. Est-ce que, parce qu'on n'a pas vu les pièces justificatives, c'est là qu'on conclut tout de suite au détournement, on conclut que j'ai utilisé à des fins personnelles, alors que c'est un arrêté, du Premier ministre, je crois, 124 quelque chose, je crois, c'est autour de la fin 2003. Voilà le type d'accusation. C'était dans le premier chef d'accusation. Nous avons également le problème des régies d'avance, c'est à peu près dans le même ton. 422 millions, on me reproche de n'avoir pas pu présenter les pièces justificatives. Or, les régies d'avance sont un peu des comptes intermédiaires où on met de l'argent en espèces et cet argent étant géré sous la responsabilité du ministre et avec un régisseur. Et ce qui est spécial dans cette affaire et qui montre bien que les uns et les autres ne maîtrisent pas la législation en matière de finances publiques et la réglementation, c'est que les régies d'avance sont clôturées à la fin de l'exercice. Chaque exercice, le ministre des Finances nomme des contrôleurs budgétaires par décision qui viennent arrêter. Et en l'occurrence, c'était
M. Ebamve, qui est aujourd'hui secrétaire général du ministère des Finances au Cameroun. Et donc, et j'invite tout le monde à aller lire les circulaires sur l'exécution du budget. Ils se rendront compte que les circulaires imposent à ces contrôleurs, une fois qu'ils ont arrêté les régies d'avance, qu'ils ont clôturé les régies d'avance, on appelle ça, c'est un apurement administratif de la régie d'avance, de repartir avec les documents comptables, à la fois le livre journal et les pièces comptables, pour les déposer auprès du poste comptable de rattachement. Et ce qu'on laisse aux gestionnaires, c'est les procès-verbaux de caisse. Et j'ai ces procès-verbaux de caisse qui ont plutôt mentionné la bonne gestion et la bonne tenue de ces caisses. Donc, je ne comprends pas comment je peux me retrouver en train d'être accusé pour des opérations qui ont fait l'objet de contrôle et pour lesquelles le ministère en charge des Finances m'a donné quitus. C'est lui qui a fait ce travail-là, l'un des vérificateurs, l'un des contrôleurs budgétaires, M. Ebamve, est aujourd'hui secrétaire général du ministère des Finances. On peut aller le contrôler. On peut même demander à tous les autres spécialistes des finances publiques. Nous avons un autre cas où c'est presque autour de 60 millions, où on dit, on déduit, on conclut au détournement parce qu'on dit les indemnités auraient été payées sur la base des pièces d'identité fictives. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est il y a ce qu'on appelle en finance publique la séparation des fonctions de l'ordonnateur et du comptable. Donc, est-ce que c'est le ministre qui est chargé du paiement des indemnités? S'il y a des problèmes, qu'on appelle le comptable le billettaire qui était chargé de payer, pourquoi mettre ça sur la charge du ministre? Tu as un autre point où on dit j'ai payé des indemnités de 112 millions au personnel temporaire, ce qui est faux. Les indemnités ont été payées à un ensemble de personnel intervenant dans le cadre des commissions de passation de marché et le montant payé au personnel temporaire représente à peine 10 millions de francs. Mais on dit, j'ai payé 112 millions. Est-ce normal? Et les preuves de tout ce que vous dites là, vous avez mis à la disposition de la justice? Mais la justice ne m'entend pas. Il y a le pont du Vouri sur lequel on parle de 4 milliards 800 millions. Le gros dossier. Hein. Le gros dossier. Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas nullement d'un détournement au sens non seulement où le commun des Camerounais et des Camerounaises le connaît, mais également même au sens de la loi. Il s'agirait plutôt d'un préjudice du fait qui est subi par le Cameroun du fait de l'abandon du chantier. Donc ça ne peut pas être, on ne peut pas parler de détournement de deniers publics. Le détournement, c'est qu'on vous a remis des fonds et que vous les avez utilisés à autre chose. Et même dans le cas de la procédure de paiement, le ministre n'intervenait pas du tout dans la procédure de paiement. Alors, le prétexte qui est pris, c'est de dire j'ai attribué le marché à une entreprise qui n'avait pas de capacité technique et financière. Et là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui montre que tant les vérificateurs que tous ceux qui sont intervenus au niveau de la justice, soit ne maîtrisent pas la réglementation du Camerounais de passation en matière de marché public, soit agissent par mauvaise foi. C'est tout simplement parce que ce n'est pas le ministre qui analyse les offres. Ce n'est pas le ministre qui se prononce sur la recevabilité. Quand on dit une entreprise qui était déjà défaillante ou je ne sais pas quoi. Pour que les gens comprennent bien, oui. C'est-à-dire aujourd'hui vous êtes en train d'expliquer que l'entreprise Udecto, oui, qui avait la charge de la réalisation des travaux, oui, pour lesquels, notamment la réalisation des travaux sur le pont du Vouri, cette entreprise avait été choisie, pas par vous, et qu'en plus des décaissements,
ne sont pas effectués par vous. Oui, mais c'est ce que je dis clairement. C'est-à-dire que le ministre Ambassa n'est pas responsable de l'évaluation des offres techniques et financières des entreprises. Il y a une commission de passation de marché qui met en place une sous-commission d'analyse. Et le plus intéressant dans cette affaire, c'est qu'en plus, avant même mon arrivée, en 2000, l'État du Cameroun avait recruté un groupement de bureaux d'études pour assister le ministère des Travaux publics, c'est-à-dire la commission de passation de marché, dans l'analyse des offres techniques et financières. Tous les rapports sont là, les rapports d'analyse des offres techniques et financières qui ont abouti au classement des entreprises ayant permis de voir que UDECTO était lauréate. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? En plus, c'est-à-dire que, en plus de ce travail qui se fait côté camerounais, il y a également un travail qui se fait côté du bailleur de fonds, c'est-à-dire l'Agence française de développement. Dans ce sens que, d'abord, son représentant a pris part à toutes les séances de travail, c'est-à-dire à toutes les sessions de la commission de passation de marché et de la sous-commission d'analyse au Cameroun. Deuxièmement, les offres techniques et financières, l'ensemble de la soumission, les dossiers des soumissionnaires sont envoyés au bailleur de fonds à Paris, qui fait aussi, c'est-à-dire que les services compétents de l'AFD analysent les offres. Et le ministre Ambassa ne peut pas bouger, même s'il a le OK de la commission de passation de marché, il ne peut pas bouger tant qu'il n'a pas ce qu'on appelle l'avis de non-objection du bailleur de fonds. Or, j'ai les avis écrits de non-objection du bailleur de fonds. Et la commission de passation de marché. J'ai les avis écrits, c'est-à-dire non-objection, c'est-à-dire le bailleur de fonds vous dit OK. J'ai même, il y a au Cameroun, je ne sais pas si ça existe toujours dans la nouvelle réglementation des passations de marché, ce qu'on appelle la commission de contrôle des marchés, des routes et des infrastructures. J'ai son OK qui me dit OK, et c'est écrit. Comment imaginer donc que dans ce cas-là, on vienne m'accuser comme si j'étais à l'origine des évaluations, donc, comme si je n'ai pas respecté les procédures. D'ailleurs, c'est impossible, vous ne pouvez pas bouger si vous n'avez pas les accords, les autorisations formelles. Et même je voudrais préciser à l'attention des téléspectateurs et de tous ceux qui nous suivent que avant que le ministre, pour un marché de ce montant, avant que moi, Ambassa, je n'appose ma signature sur ce marché, il doit avoir le visa du Premier ministre. Et ce visa est là. Donc, j'interviens en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il y a toute une série... Une batterie de tests de vérif. Qui ont été suivis. Alors, comment comprendre le choix du DECTO? Comment est-ce qu'on détourne dans des fonds dans ce contexte-là? On ne peut pas détourner les fonds qu'on n'a pas. Pourquoi vous ne les avez pas? Pour qu'on comprenne bien, ceux qui vous suivent. Parce que lorsque, quand j'arrive déjà, même dans la procédure classique, lorsque le bailleur de fonds, par exemple l'Agence française de développement, dit « j'accorde un prêt à l'État du Cameroun pour exécuter pour l'opération de réhabilitation du pont sur le Vouri », on signe les conventions, mais l'argent n'est pas mis dans les caisses du ministre, ou du ministère, ou même de l'État du Cameroun. L'argent n'est pas mis. C'est ça que les gens... C'est-à-dire qu'il faut bien clarifier cet aspect. Je vous remercie de me donner cette opportunité pour clarifier. Parce que nos compatriotes pensent que dès qu'on a dit on a signé une convention, la France donne 7,5 milliards au Cameroun pour la réhabilitation du pont sur le Vouri. On se dit, ah, le gars, il est bon. On commence à voir s'il prend que 10%.
ça lui fait combien? 700. On dit c'est encore beaucoup. S'il prend 5%, donc voilà un peu comment, alors que tout ça n'a rien à voir avec la réalité. L'argent reste chez le bailleur de fonds. C'est lui qui le met à la disposition du réalisateur. Donc, quand l'entreprise adjudicataire du marché exécute, elle envoie au fur et à mesure ce qu'on appelle des décomptes et qui suivent, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui contrôlent que l'entreprise a bien fait ses travaux. Le ministre n'intervient même pas là-dedans. C'est le maître d'œuvre qui vise les décomptes, atteste de la réalité des travaux et tout. Ça va chez l'ingénieur du marché qui est le directeur de route, qui a une responsabilité. Dans le cas du marché, n'est plus sous les responsabilités du ministre dans ce cas-là. Et ensuite, ça va à l'AFD qui paye directement. Le ministre n'intervient pas. C'est ça tout le paradoxe. Donc, ce qu'on interprète ici comme détournement, c'est tout simplement le fait que, à un moment, l'entreprise, pour ne s'être pas entendue avec le ministère des Travaux publics plus d'un an après moi pour des questions sur lesquelles je ne souhaite pas revenir ici, décide de partir. Et vous savez que le contrat est la loi des parties. Quand tu romps le contrat de manière unilatérale, tu dois en supporter les conséquences. Les conséquences qui résultent sont donc le préjudice et il faut quelqu'un qui répare ce préjudice pour l'autre. Donc c'est ça même le problème. On ne peut pas demander à Ambassadeur, sous prétexte qu'il était ministre des Travaux publics, d'avoir à réparer un préjudice causé à l'État du Cameroun par une entreprise qui a laissé ses travaux. Et c'est dans ce sens-là que, une fois que l'affaire a été portée par cette entreprise devant la Chambre de commerce internationale de Paris, en arbitrage, cette instance arbitrale a condamné l'entreprise à payer au Cameroun la somme d'à peu près 3 milliards sur les 14 milliards que le Cameroun exigeait. À titre de préjudice. À titre de préjudice. Où est passé cet argent? Est-ce que l'État du Cameroun l'a récupéré? Mais je ne peux pas savoir, c'est ça tout le paradoxe. L'État du Cameroun ne dit pas s'il a récupéré ou s'il n'a pas récupéré, mais s'acharne à poursuivre en bas. Non, mais je n'étais plus en poste. Quand la décision de... Elle est intervenue en 2010. Moi, je suis parti du ministère en 2004. En plus, quand une entreprise est adjudicataire d'un marché, quelle que soit sa taille, elle doit fournir un certain nombre de cautions. D'abord, toutes les avances de démarrage sont cautionnées à 100%. Ça veut dire que si on donne 1 milliard à l'entreprise, là, elle doit remettre en contrepartie une caution de 100 à hauteur de 100%. Ça veut dire que si elle s'en va, l'État récupère son argent. Il y a ensuite tout ce qu'on appelle des cautions de garantie, de bonne fin, et un ensemble d'autres cautions. Je ne vais pas entraîner tous ceux qui nous suivent dans ces questions techniques, mais ils doivent savoir que l'entreprise doit fournir un ensemble de garanties. Et ça doit être avalisé, soutenu par une banque de premier ordre. Et donc, les garanties demandées à UDECTO se sont élevées à la somme de 2,8 milliards de francs CFA. Ces garanties ont été données par la CBC. Et au moment où je partais, quand l'entreprise est partie à arrêter le chantier, tout de suite, le Cameroun, le ministre des Travaux publics de l'époque, a écrit à l'entreprise pour dire, écoutez, l'entreprise est défaillante, je veux mobiliser les cautions que l'entreprise a données. Je dois dire aux Camerounais qu'au moment où je partais du Cameroun en 2009, l'État du Cameroun, j'ai découvert que l'État du Cameroun avait déjà perçu 1,7 milliard. Donc, aujourd'hui... Sur les 3 milliards... Sur les 2,8 milliards. Oui. Donc, aujourd'hui, l'État du Cameroun doit avoir perçu 2,8 milliards, la totalité de ses cautions. Dans le préjudice aujourd'hui... il est presque nul. Il ne devrait plus exister. Il ne devrait plus exister. C'est ça tout le paradoxe. Comment comprendre que pour un préjudice, il y a une condamnation déjà, il y a l'État lui-même qui s'est fait justice en allant percevoir les cautions,
Et qu'on vienne encore poursuivre quelqu'un comme moi pour dire que je dois, je sais pas, 4 milliards, 8, sous quelle forme? Alors, il reste un point quand même qu'il faille éclairer, monsieur Dieudonné Ambassa Zang. Oui. C'est que vous aviez 2 ponts à construire. L'un qui devait être financé par l'Agence France de développement et l'autre par la KVW en allemand, hein, c'est-à-dire KfW si vous voulez en français, qui est en fait le Kreditanstalt für Wiederaufbau. En français, on va dire l'établissement de crédit pour la reconstruction. C'est en fait l'équivalent de l'AFD en Allemagne. Oui, oui. Alors, ce qu'on constate, c'est que la KVW a été très claire sur le cas du pont, sur le pont des Bebda. Oui. Ils ont été très clairs là-dessus. Ce qui visiblement n'a pas été le cas avec l'Agence France de développement. C'est-à-dire notamment, alors qu'elle dit clairement ne pas vous poursuivre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne vous a pas mis à disposition des éléments qui disent clairement qu'elle ne vous poursuit pas. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi ces 2 modes différents de fonctionnement entre le bailleur de fonds allemand et le bailleur de fonds français? Je pense qu'il faudrait rafraîchir la mémoire un peu de nos téléspectateurs pour leur dire que, en fait, sur le pont des Bebda, j'étais accusé d'avoir payé la somme d'un peu plus de 1 milliard de francs à l'entreprise Udecto. Or, il se trouve que ces paiements, d'abord ce marché a été conclu en juin 2005. Moi, je suis parti du ministère en décembre 2004. Je ne pouvais pas être parti et venir signer des marchés en juin 2005. Le paiement lui-même a été fait en septembre 2005. Donc lorsque le problème s'est posé, il y a notre compatriote Marie-Roger Billois qui a fait un dossier, a voulu faire un dossier et a interrogé la partie allemande. La KfW a dit clairement que 3 choses. Première chose, le marché n'a pas été signé par Ambassa Zang, mais par Martin Okuda. Martin Okuda, pour les auditeurs qui le suivent, c'est bien votre successeur au ministère des Travaux publics. Deuxième chose, l'argent qui a été payé à Udecto, ces avances-là, c'est la KfW qui a payé directement cet argent. Et elle reconnaît avoir récupéré son argent d'ailleurs. Et en troisième chose, la KfW a dit, comme ces avances étaient cautionnées à 100%, nous avons récupéré l'argent auprès de la banque. Donc le problème ne se pose pas. Mais du côté du bailleur de fonds français, ça n'a pas été la même chose. C'est pour ça que il y a un peu tout ce flou-là. C'est-à-dire que l'État du Cameroun, la justice et tous les autres qui me font tous ces mauvais procès profitent du fait que la partie française n'a pas fait preuve de la même clarté. Même si il faut reconnaître en début 2014 que la directrice générale de l'AFD a écrit à l'Union interparlementaire pour dire attention, je me désolidarise des propos de l'État du Cameroun qui dit poursuivre Ambassa Zang. Nous avons reçu la note, effectivement. Parce que l'AFD se plaignait. Non, l'AFD n'a jamais fait aucune plainte contre Dieudonné Ambassa Zang. Au contraire, nous nous sommes impliqués dans le montage financier et opérationnel de cette affaire et nous n'avons rien à lui reprocher. Mais donc, de toutes les façons, j'aurais souhaité plus de clarté, qu'on le dise dans le cadre peut-être d'un communiqué et autres. Mais la France se réfugie, l'AFD se réfugie derrière ce que elle appelle la loi de blocage qui voudrait que lorsque on ne puisse pas donner des documents à un tiers, lorsque ces documents sont susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure pénale, civile ou même disciplinaire, pour que l'AFD exige pour mettre à la disposition des documents
que les autorités camerounaises suivent la démarche officielle. Ça veut dire que les démarches prévues par la Convention de la Haye. Or, et c'est là le plus aberrant, ni les vérificateurs, ni le juge d'instruction, ni le tribunal criminel spécial, non seulement n'ont jamais entendu les représentants de l'AFD, mais en plus n'ont jamais fait la moindre démarche. Nous avons vu des affaires, je ne peux pas dire moins importantes, mais dans le cadre par exemple de l'affaire de Sodécoton, avec aujourd'hui l'ancien directeur général de la Sodécoton, monsieur Iya, on a vu le tribunal ordonner une expertise. Mais curieusement, dans une affaire aussi technique, aussi délicate que le pont sur le Vouri, personne n'a ordonné une expertise. Il n'y a que dernièrement, dans le cadre des échanges épistolaires avec le ministre du contrôle supérieur de l'État, monsieur Yves, qu'il a dit qu'il allait, il reconnaissait de manière implicite la délicatesse de cette affaire sur le pont du Vouri et disait qu'il allait pouvoir ordonner une expertise. Mais à quoi va servir cette expertise quand on sait que je suis sur le point, je vais être condamné bientôt? Voilà toute la réalité. Je voudrais vous dire que même si la loi camerounaise ne permet pas non, la loi camerounaise, le code de procédure pénale camerounais ne permet pas aux avocats du prévenu qui est absent du territoire de le défendre. Mon conseil a fait tenir au procureur général la sentence arbitrale qui a été rendue dans cette affaire à Paris, dans l'affaire opposant l'État du Cameroun à l'entreprise Udectou. Donc, il a ces éléments. Maintenant, je ne pense pas, compte tenu du niveau d'études et de formation des magistrats camerounais, qu'ils ne savent pas où est la vérité dans cette affaire. Je ne vois cette affaire que sous le prisme donc, de cette justice qui est aux ordres et qui s'emploie à valider une décision politique, qui s'emploie à mettre en forme judiciaire une décision qui a été prise sur le plan politique. Ça veut dire que m'éliminer de la vie politique, m'éliminer, me chasser du Cameroun, pourquoi ne pas dire m'éliminer tout court? Parce que c'est en ça qu'on... Parce que si on était dans la logique de la recherche de la vérité, il y a longtemps que j'aurais été blanchi. Ça saute à l'œil. Okay. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous arriviez, hein, que nous avons annoncé votre présence sur le plateau ce jour. Et il y a eu plusieurs réactions. Oui. Il y a une donc qui vous interpelle quand vous faites allusion à votre élimination. Alors, depuis Douala, quelqu'un demande pourquoi on vous en voudrait tant. Est-ce que vous auriez fait partie de l'équipe que projetait de mettre sur pied Marafa Hamidou? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Vous savez, je trouve les Camerounais parfois bizarres parce que ça c'est une intervention d'abord sur le plan général. C'est-à-dire que nous voulons une chose et son contraire. Bon, en quoi l'ancien ministre Marafa commettrait-il quelque chose de grave en décidant peut-être de se présenter aux élections? Je ne trouve pas. Donc, en fait, il faut que nous reconnaissions d'abord que chacun, ce que dit la loi camerounaise, c'est que tout homme, toutes les personnes qui sont en âge de voter et en âge d'éligibilité et qui remplissent les conditions peuvent postuler peuvent présenter leur candidature à toute élection. Donc il faudrait qu'on arrête d'abord de faire ce genre de procès comme si c'était être la présidence ou tel poste électif était la chasse gardée de X ou Y. Non, je voudrais quand même que nous soyons tous d'accord là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous crions alternance et tout ça, ceci, cela, mais comment les gens vont se manifester si dans le même temps, nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la logique d'accepter qu'il y ait d'autres candidatures? Première des choses. Deuxième chose,
je voudrais dire clair et net qu'il y a des ambitions qui ne sont jamais venues dans ma tête. C'est-à-dire que me dire je vais me retrouver dans le cadre d'une équipe qui organise, qui prépare une alternance. Non. Donc le ministre Marafa, j'ai travaillé avec lui, j'ai été son collaborateur lorsqu'il a eu des responsabilités à assumer à la présidence et partout ailleurs et tout. Mais nous n'avions pas des relations d'ordre politique en dehors de celles que nous pouvions avoir dans le cadre du RDPC. On m'accuse de faire partie du G11. On m'accuse de faire partie du G11. On a même dit que je suis le trésorier du G11, pour tout dire. Donc, je ne sais pas d'où les gens tirent ce genre de choses. J'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux, me dire, oh écoute, tu fais partie, tais-toi, tu fais partie du G11 et tout un tas de choses pas du tout agréables à entendre. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois vous avouer que sincèrement, je ne sais pas ce qu'on appelle le G11. Sincèrement, je n'ai jamais pris part à une réunion de quelques personnes se préparant pour une alternance pour la Paul Biya. Je ne l'ai jamais fait. Mais je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir ce genre de démarche et tout ça, parce que nous ne sommes pas dans un pays où, je pense, c'est un pays état de droit qui se veut état de droit, où les gens sont libres de leurs opinions politiques et de leurs croyances. Alors, monsieur Dieudonné Ambassa-Zamb, il y a une opinion publique camerounaise qui ne comprend pas qu'aujourd'hui, vous refusez d'affronter la justice camerounaise. Et vous-même, vous dites que le code de procédure pénale du Cameroun aujourd'hui n'autorise pas qu'on écoute l'accusé. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui ne comprennent pas, qui ne veulent d'ailleurs pas vous écouter tant que vous refusez d'affronter la justice de votre pays tout en clamant votre innocence dans ces affaires? Alors, je dis, j'ai effectivement lu ce genre de réactions sur les réseaux sociaux. Je me retrouve généralement aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, où les gens me le disent directement à travers des messages et tout ça. Écoutez, on veut bien vous écouter, mais tant que vous ne venez pas. Mais le problème, c'est qu'il y a ce que nous appelons la notion de justice équitable. Il faudrait quand même que par certains, sinon la plupart de ces compatriotes-là ou de ceux qui me le disent, ont fait ce qu'on appelle les probabilités. Ils savent ce qu'on appelle la notion de dépipé. Donc, la notion de procès équitable voudrait quand même que vous alliez à une affaire, que vous vous retrouviez devant la justice, étant sûr que au moins les arguments que vous allez pouvoir avancer seront entendus et qui seront pris en compte. À quoi c'est-à-dire que si je vais au Cameroun aujourd'hui, je sais que j'ai décidé d'aller entrer en prison alors que je ne me reconnais pas coupable. Je ne me reconnais pas du tout coupable. On a d'autres exemples. On a vu des exemples de personnes qui ont été incarcérées, qui ont été condamnées. Et je parle par exemple le cas du colonel Etondé, pour que ce soit après plusieurs années qu'on aille dire qu'on reconnaît leur innocence. Mais, et donc, en termes de santé physique, ils sont abîmés. Ils auront qui va payer tous ces préjudices qu'ils auront subis. Nous avons le cas dernièrement, par exemple, on a vu le cas Eno Meyomese, on a condamné à 7 ans et tout, il a fallu tout un tas de démarches et de débats. Quand on vient libérer ce compatriote-là aujourd'hui,
Est-ce que nous avons vu dans quel état physique il se trouve? Quel est l'état mental? Je peux parler d'autres. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est que la garantie d'un procès équitable. S'il n'y a pas cette garantie de procès équitable, je ne vois pas. J'ai vu plusieurs compatriotes qui ont fait des comités de soutien pour quelqu'un, un autre compatriote, Paul-Éric Kingé et tout ça, aujourd'hui qui continue à se battre et qui est toujours maintenu en prison malgré les positions qui ont été prises dans cette affaire par les Nations Unies, demandant expressément au Cameroun d'avoir à le libérer et de l'indemniser. Donc, je ne sais pas si les compatriotes imaginent que quelqu'un qui sait qui est tranquille avec sa conscience, comme dans le cadre du pont du Vouri, qu'on vous mette des accusations aussi graves sur la tête et que vous alliez devant la justice, sachant que cette justice ne veut même pas vous écouter. Mais c'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Mais je voudrais bien que les uns et les autres se mettent aussi à ma place. Ils auront de toute façon reçu votre message. Hein. Je voudrais ajouter que une analyse de vos communications et vos sorties médiatiques sur votre affaire permet de noter aisément que, quand bien on note que vous fustigez constamment la justice de notre pays et le Conseil supérieur de l'État qui a en charge l'opération Épervier, vous ne faites jamais allusion à leurs responsables, notamment le président de la République du Cameroun. Est-ce par peur ou alors vous évitez simplement de l'interpeller? Il est quand même le responsable, non, de toutes ces personnes qui ont la charge de la justice du Cameroun. Mais écoutez, est-ce que le président de la République, c'est pas lui qui va faire les missions de contrôle? Tout part des missions de contrôle. Je ne fustige pas, je fais que le constat. Je constate que les vérificateurs sont allés faire des missions de contrôle et je ne sais pas, soit par incompétence, soit pour d'autres raisons, ont mis sur ma tête des accusations, je dirais, qui n'auraient jamais dû m'être imputées, ne serait-ce que par le simple bon sens. Parce que comme je le dis, comment voulez-vous que des vérificateurs fassent écrire au ministre Tame Massoma que Ambassadeur a payé 1 milliard, peut-être 92 millions à une entreprise déjà défaillante. La moindre des choses, c'est de voir à quel moment Ambassadeur a été ministre, à quel moment le marché a été signé, à quel moment ces paiements ont été faits. Or, le marché a été signé en juin 2005, les paiements ont été faits en septembre 2005, c'est-à-dire que bien après le 8 décembre 2004 où j'ai été débarqué du gouvernement. Vous trouvez ça sérieux? Parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs stades dans cette affaire. Donc je commence par le contrôle supérieur de l'État et je prends un exemple juste pourquoi je les fustige. Est-ce que c'est normal qu'un vérificateur qui n'a aucune expertise dans le domaine des travaux publics ou je ne sais pas quoi, se mette à dire, sans dire comment il arrive à ce calcul, qu'il dise que j'ai causé un préjudice, par exemple, de 3 milliards, donc 1,5 milliard rien que pour les frais de procédure. Mais on est où? Mais c'est une insulte à l'intelligence pour un grand pays comme le nôtre. Mais je me serais attendu à ce que les Camerounais, tout au moins sur des questions comme celle-là, se joignent à moi pour dénoncer justement cette manière de faire des vérificateurs. Nous voulons bien qu'il y ait le contrôle des finances publiques, mais ce contrôle doit se faire dans l'objectivité, dans la neutralité et le respect de tous. Maintenant, je sais que ces vérificateurs sont soumis aux influences extérieures. Ça, c'est un autre problème. Nous venons au niveau des tribunaux. Vous avez vu tout à l'heure, je prends des exemples.
il y a une sentence arbitrale qui est rendue dans une affaire, et dans la même affaire, on se prépare à vous accuser, alors que nos propres règles disent que dans une affaire où il y a déjà, où ça porte sur les mêmes faits, les mêmes personnes et tout, à partir du moment où il y a une décision de justice ayant déjà autorité de choses jugées, on ne peut plus, aucun tribunal ne peut plus en connaître. Mais qu'est-ce que nous faisons là? Donc, avant d'accuser le président de la République, regardons comment nos institutions travaillent et les hommes qui sont chargés d'animer ces institutions, et reconnaissons que ces institutions font un travail qui n'honore pas notre pays. Maintenant, il y a une dimension forcément politique. Et cette dimension politique intervient au niveau de l'Assemblée nationale à partir du moment où je me suis retrouvé accusé de faire des débordements à l'Assemblée. Parce que c'est de ça qu'il est question. On m'a accusé de faire des débordements à l'Assemblée parce que tout simplement, j'ai pris à cœur mes responsabilités de parlementaire et j'ai voulu dire sur la base de mon expertise, de mon expérience professionnelle, sur la base de mes modestes compétences intellectuelles que non, telle chose, voilà l'analyse. Quand je dis au ministre des Finances qu'il a raté son cadrage budgétaire, est-ce que c'était faux? C'était vrai. Quand je dis au ministre des Finances, à l'époque c'était le ministre Simi Meigné, vous venez nous proposer un projet de loi et vous voulez y mettre l'amortissement dégressif. C'est un système d'amortissement assez exceptionnel, mais est-ce que la loi camerounaise admet les amortissements dégressifs? Non, la loi camerounaise n'admet que les amortissements linéaires. Comment? Parce que j'ai fait mon travail, j'ai apporté ma contribution. Comment peut-on me faire apparaître aux yeux du président de la République comme quelqu'un qui empêche les ministres ou qui aigrit ou qui dérange le travail des ministres, alors que j'ai travaillé pour le compte du pays? Quand je dis que j'ai fait d'ailleurs des notes, le Cameroun émergent en vision, je ne sais pas, en 2035, quand je prends je fais les analyses sur la base de mes petites connaissances, je dis non, attention, battons-nous d'abord pour atteindre les objectifs du millénaire, parce que nous n'allons même pas les atteindre 2015, avant de voir 2035. La vision en 2035, c'est d'abord quelque chose de politique. Est-ce que nous sommes sûrs que ceux qui viendront après 2018-2020 vont porter cette vision? Donc, vous comprenez que les débordements dont on parle, c'est tout simplement parce que j'ai essayé d'apporter une dimension technique au débat à l'Assemblée et j'en ai été, je me suis retrouvé taxé de débordements de l'Assemblée et forcément il a fallu me sanctionner. Et c'est là où intervient la dimension politique. Et le politique se sert du mauvais travail qui a été fait au plan technique. Nous restons toujours sur des questions qui nous sont adressées, hein, oui, pour vous naturellement, par les nombreuses personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, depuis Douala au Cameroun, une dame, notamment sénatrice, voudrait que vous répondiez à une interpellation relative à vos accointances avec la veuve Aïssim Vodon. Oui. D'après elle, vous auriez ouvert un compte en France et elle vous servait de prête-nom. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Donc, je voudrais dire que je suis content que les gens réagissent et tout. Et je pense que ces réactions doivent se faire dans le respect, surtout le respect de la vie privée et surtout le respect de la vérité, parce que lorsqu'on occupe certaines fonctions, on doit faire très attention à ce qu'on dit, surtout une sénatrice qui est élue doit être un modèle. Pour dire très simplement, je voudrais regretter que
On dit que j'ai utilisé Madame Aïssi comme prête-nom. Madame Aïssi, il y a forcément une proximité entre elle et moi parce que nous sommes des fous et donc dans le cadre d'un certain nombre d'activités que j'ai menées, soit politiques, soit sportives, elle a été impliquée, surtout qu'elle a, à l'époque, elle avait un cadre, hein, donc, qui permettait de recevoir les gens, un restaurant et d'autres infrastructures de ce genre-là. Mais je n'ai jamais attribué un marché à cette dame, je n'ai jamais ouvert un compte au nom de cette dame et donc je suis obligé de démentir cette information qui est tout à fait fausse. Et si cette sénatrice-là, j'espère qu'elle a le courage de ce qu'elle affirme et la preuve de ses déclarations, je souhaite bien qu'elle rende cela public. Il y avait également le point concernant la santé de ma femme. Je voudrais dire la même chose, que je pense que le moindre du respect qu'on doit avoir vis-à-vis des autres, c'est de ne pas venir parler des choses dont on ne connaît pas. Chacun de nous a droit à sa vie privée. Ma femme a été malade, c'est vrai, mais elle a été malade alors que j'étais chargé de mission à la présidence, donc il y a très longtemps. Je me suis occupé d'elle, elle est en santé depuis longtemps et s'occupe à la fois de moi et de nos enfants qui, j'espère, aussi feront la fierté par rapport aux petites études qu'ils sont en train de faire du Cameroun. Donc, c'est... Mais au-delà, parce qu'il y a un certain nombre de propos blessants et malveillants qui sont souvent lancés en ma direction, je voudrais dire que je suis très peiné. Je voudrais souhaiter que ceux qui interviennent et ceux qui ont quelque chose à dire ne fassent pas l'amalgame entre ma vie privée et la vie professionnelle qui a été la mienne et s'emploient tout au moins à dire la vérité, à ne pas faire la propagation des nouvelles qui sont fausses. Je ne vais faire aucune démarche d'ordre judiciaire à l'endroit de qui que ce soit, mais je ne suis pas sûr que tout le monde acceptera d'avoir cette limite-là dans la relation avec les compatriotes. Ok, alors vous avez apporté les réponses à ces nombreuses réactions que nous avons eues ce jour sur notre page Facebook. On aborde donc, Monsieur Dieudonné Ambassadeur, la dernière partie de cette longue interview. Comme vous l'avez aussi appris, hein, le tribunal spécial a requis une condamnation, n'est-ce pas, de votre personne sur les faits de détournement de plusieurs milliards de francs CFA. Qu'allez-vous faire demain si cette condamnation était finalement confirmée par le juge au mois de juin prochain? Ben écoutez, généralement au plan juridique, hein, enfin c'est même pas généralement au plan juridique, lorsque on prononce une condamnation contre quelqu'un, des voies de recours lui sont offertes donc pour saisir les juridictions supérieures. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Je ne peux pas le dire présentement, tout simplement parce que tel que je l'imagine, c'est un lourd verdict qui sera rendu contre moi à partir des réquisitions du procureur, et dans la mesure où la possibilité n'a pas été donnée à mes conseils de plaider pour défendre ma cause. Donc, on a entendu que le ministère public et ses témoins, encore plus que tous les témoins que le ministère public a convoqués, n'ont pas répondu présent. Ça, ce qui montre également que la procédure n'a pas été équitable.
Et donc, on s'exprime généralement en termes d'efficacité de la procédure. Donc, je m'interroge sur l'opportunité et l'intérêt d'engager une procédure en appel à partir du moment où mes avocats ne peuvent pas plaider. C'est la loi camerounaise qui est très en retrait avec ce qui se fait, avec toutes les recommandations des organisations des droits de l'homme. Aujourd'hui en Europe, ce n'est pas possible. Que vous soyez présent ou pas, il y a un minimum qui doit être fait pour que la vérité se manifeste. Tout à fait. Or, dans le cas présent au Cameroun, tel que les choses se présentent dans le cadre de l'opération Épervier surtout, ce qui préoccupe, ce n'est pas la manifestation de la vérité, mais la condamnation de l'individu. Donc, pourquoi faire appel si mes conseils, si mes avocats ne peuvent pas assurer ma défense? Donc, c'est en ces termes que cela se pose. Donc, la réflexion se poursuit. La deuxième considération dans cette affaire, c'est quand même que le Cameroun a signé, a adhéré, je pourrais dire, à un certain nombre d'instruments juridiques internationaux. Il s'agit notamment du pacte international sur les droits civils et politiques. Il s'agit également de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces deux instruments offrent la possibilité aux nationales qui, comme moi, se sentiraient que ces droits n'ont pas été respectés ou la procédure n'a pas été équitable, d'engager des procédures. Donc, à l'international, soit au niveau régional, soit au niveau international. Donc, c'est une possibilité à laquelle je réfléchis avec mes conseils. Donc, maintenant, il restera tout simplement, si cette option est retenue, à rechercher, à mobiliser les moyens pour pouvoir la conduire. C'est des procédures délicates et coûteuses. Mais je sais, et c'est ce que je voudrais dire, je suis tranquille avec ma conscience, je suis resté constant dans mes éléments de défense, je sais que j'ai raison, on ne me donnera pas manifestement raison au niveau national, il faudrait pour que je puisse chercher à avoir raison au moins au plan international, là où l'objectivité pourrait être assurée, la contradiction apportée aux accusations aussi qui sont mises à ma charge par l'État du Cameroun. Je voudrais dire également que la procédure devant l'Union interparlementaire se poursuit. Elle se poursuivra même après que le verdict ait été rendu. Vous avez essuyé nombreuses menaces, hein, tant en tant que ministre qu'en tant que député. D'où vient cette force de continuer à combattre malgré votre péril, le péril de votre vie? Donc, ma force, je la trouve d'abord en Dieu. Je suis chrétien catholique, croyant depuis des décennies. Et donc, je la trouve dans la prière, tous les jours, le matin et le soir avant d'aller au lit. Je trouve également cette force dans la conviction que j'ai la vérité et le droit avec moi. Vous savez, c'est toujours difficile de se battre quand on sait qu'on a tort. Si je me bats autant, c'est parce que je sais que je suis du côté de la vérité. Et qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'il vente, la vérité finit toujours par arriver, un peu comme le soleil qui finit toujours par briller. Je voudrais également dire que je trouve la force auprès de ma famille, ma femme, mes enfants, mes amis,
et toutes les autres personnes qui m'apportent leur soutien au quotidien par des nombreux messages sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, c'est les sources auprès desquelles je puise ma force. Et je vais continuer à me battre tant que j'aurai ce petit souffle de vie avec moi. Merci. Monsieur Dieudonné Ambassadeur, nous arrivons donc à la fin de cette interview. Oui. Une dernière question. Comptez-vous vraiment un jour revenir au Cameroun? Ben écoutez, je pense que tout au long de l'interview, vous le ressenti, si je me bats, c'est parce que je voudrais pas que mes compatriotes aient de moi l'idée d'un prédateur des fonds publics, d'un voleur à col blanc. Et c'est parce que également je me bats tout simplement pour rentrer dans mon pays, pour vivre dans la paix, être enterré aux côtés de mes parents, pouvoir y vivre pour mes derniers jours. Je pense que tous les combats que je mène pour la manifestation de la vérité n'ont de sens que par rapport au fait que je pense rentrer au Cameroun. Le dernier mot que je voudrais dire, c'est à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale pour dire que, en fait, j'avais déjà souligné dans le cadre de l'interview que vous m'avez accordée en novembre 2014, fin novembre 2014, que en 2006, j'ai reçu un appel dans la nuit, autour de 2 heures du matin, où on me disait, ça y est, ils ont terminé la réunion et ont décidé de vous tuer. J'ai saisi à l'époque le ministre d'État Esso, qui était secrétaire général de la présidence. Il a fait mener des enquêtes et on a vu qui ont donné à voir que ce que je disais était vrai. Mais cette enquête n'a rien donné. Et tout ce qui se passe aujourd'hui montre bien que on exécute de manière séquentielle ma mise à mort. Et mon souhait, c'est que les uns et les autres le comprennent, que nous ne sommes pas dans le cadre de la manifestation de la vérité. On est dans le cadre d'une décision de mise à mort politique qui a été décidée, de mise à mort physique. Et j'espère que par votre soutien, par le soutien de tout un chacun, je pourrai rester en vie et que la manifestation de la vérité sera une réalité. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, chers web téléspectatrices et téléspectateurs, qui nous sont toujours restés fidèles. Nous vous disons au revoir et à une prochaine occasion. Bonne soirée.